Cette relation, elle est essentielle pour arrêter de fumer. Si on veut vapoter moins, Ouais. il ne faut pas mettre son cerveau en manque de nicotine. Le tabac a une addiction extrêmement forte. On ne devient pas un non-fumeur, on reste un ex-fumeur. Non, la nicotine n'est pas cancérigène. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit. Alors là aujourd'hui on aborde un sujet, je sais que ça vous touche, ça touche tout le monde. La cigarette, la vapoteuse, la cigarette électronique. Eh bien peu importe votre âge, votre génération, vous y êtes quelque part un peu confrontés, on y est tous. Mais l'intérêt c'est de savoir en vrai qu'est-ce qu'il y a dedans. On n'en parle pas souvent. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai Charlie Perrault avec moi sur le plateau. C'est le patron de VDLV. Salut Charlie, sois le bienvenu. Bonjour Olivier, merci de nous recevoir. Ça faisait un bout de temps que je voulais parler de ce sujet-là parce que, comme je l'ai dit, bien en fait, tout le monde est concerné. Ça touche beaucoup de monde en Ça effet, touche beaucoup de monde, essentiellement les fumeurs. essentiellement les fumeurs. Et on va y revenir parce qu'il y a aussi confusion de messages parfois. Avant ça, Charlie, juste pour te faire découvrir à nos amis, un homme de la nature, un homme de la science. Ouais, un petit peu. Comment tu as traversé cette vie jusqu'à venir aujourd'hui sur notre plateau? Alors, homme de la nature parce que je suis né dans le monde de l'agriculture, Ouais. voilà, dans le Marais Poitevin. Mmh. Et du coup, j'ai pu profiter d'une chance incroyable. C'est que quand on est fils d'agriculteur, on n'a pas le choix que de s'occuper avec ce qu'il y a autour de soi. Ouais, t'as Donc moi, en raison. l'occurrence, c'était la ferme. Et dans une ferme, on a beaucoup de choses à voir et à observer. Et je suis allé un peu plus loin, ma curiosité. J'ai essayé de chercher à comprendre les mécanismes de la nature, les écoulements des rivières, l'eau, la terre, les racines, les arbres, les plantes. Je pense avoir été un peu diagnostiqué à un moment donné avec un petit sérieux problème. J'avais tendance à tout goûter, Ah oui? à tout goûter de mon univers Par physique. curiosité. Par curiosité, voilà. Ah, C'est-à-dire incroyable. que la vue, l'ouïe ne me suffisait pas, il fallait que je touche et il fallait que je goûte. C'est ce qui confère souvent le monde de l'agriculture. C'est-à-dire que ce rapport aux choses, à la matière. Exactement, mais moi je m'endormais sur un tracteur parce que toujours sur à regarder les mêmes lignes avec mon père, Ouais. je m'endormais. Donc il fallait éveiller ma curiosité et je l'ai fait jusqu'à effectivement faire la différence entre le goût d'une racine, le goût de l'écorce et le goût de la feuille d'un seul et même arbre, par exemple. Voilà. Donc c'était quelque chose qui me passionnait. Et donc cette nature, en fait, au début, je l'ai observée et puis je me suis rendu compte qu'elle était quand même assez fragile et puis on le voit encore aujourd'hui. On sait qu'il y a des enjeux qui sont majeurs donc à partir de ce moment-là, j'ai senti que je pouvais construire ma vie en prenant soin du milieu dans lequel j'avais été élevé, que je respecte beaucoup. Et alors, il y a aussi autre chose qui est très importante dans ta vie, le théâtre. Autre curiosité, un peu plus sociale, Même hein, équipe tous les deux, hein, pour le coup, je défends le théâtre associatif. toi aussi tu en as fait Ouais, bien beaucoup. sûr, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que, ça nous dit de toi, ce côté, théâtreux, avoir envie de s'exprimer, avoir envie de véhiculer des choses, vivre en troupe? Dans un petit village, le théâtre, c'est avant tout une histoire d'association. Ouais, Et donc du coup, quand on vit un peu seul dans une ferme, on a plaisir à partager autre chose d'accord. avec Donc des on gens. trompe un peu l'ennui dans un premier Voilà, temps. exactement, OK. on trompe l'ennui et puis surtout, on se rend compte qu'on peut aussi entreprendre, des choses, avec, des amis, qui sont, plus ou moins timides et donc le théâtre, c'est un exercice fabuleux et ça peut permettre de vaincre sa timidité. Ça permet de construire des projets, d'obédience culturelle, donc avec l'intention de faire rire ou d'émouvoir et j'ai adoré ça parce que, la culture, c'est toujours un projet technique, dont le seul objectif, c'est de faire disparaître la technique pour ne laisser passer que l'émotion. Et donc cette motivation-là, j'y ai pris goût avec des amis super, avec qui on a construit ça. Et j'ai fait du théâtre de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de il n'y a pas longtemps. Et alors attends, parce que c'est très important. Pourquoi tu y es plus? C'est que tu as plus le temps? Et c'est un petit peu ça. Entre la famille et l'autre famille, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, il y a un moment donné, il faut faire des choix. Voilà, moi Ouais. j'ai fait des choix, mais j'y reviendrai et j'ai même des projets pour plus tard, qui est d'y remettre un pied. La nature, le théâtre, d'autres hobbies, passe-temps, sport, Un peu de lecture, un peu de cinéma bien sûr, mais l'envie de comprendre. Ouais, Donc effectivement, je dirais que le livre que, j'aimerais avoir totalement lu, c'est, l'encyclopédie ah ouais? de Diderot et d'Alembert. Voilà, OK, d'accord. Ah oui, voilà. d'accord. Donc l'encyclopédie pour moi, c'est une base essentielle, quand on veut prétendre construire ou faire évoluer les choses ou argumenter des sujets, le savoir encyclopédique, c'est la clé en fait et donc avec un peu de mémoire, de la curiosité, du partage et croiser d'autres personnes qui veulent découvrir ou qui savent déjà, eh bien, c'est les meilleurs moments de la vie pour moi.
J'adore. Charlie, le moment qui va suivre, c'est probablement le seul moment qui est un petit peu organisé de l'émission. Tout le reste, tu vas voir, ça part un peu dans tous les sens, mais celui-ci, il est important, c'est ce qu'on appelle le pitch elevator. Allez, en quelques secondes, 30, 40, expliquez précisément ce que c'est qu'un VLV et que une enfant de 10 ans et une grand-mère de 95 ans comprennent le truc. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi? Oui. Alors attention, 3, 2, 1, c'est à toi. Je vais commencer à parler à ceux qui n'ont pas 95 ans et à ceux qui n'ont pas 6 ans. Je vais parler à ceux qui nous concernent, les fumeurs. Le métier de VDLV, c'est de produire, c'est de distribuer, c'est de proposer, de disposer et de faire disposer à ce pays qui tristement fume des produits illiquides, parce que nous sommes fabricants d'illiquides pour cigarettes électroniques. Et nous y avons ajouté une expertise, c'est que nous avons décidé de produire nous-mêmes la nicotine qui est nécessaire dans les produits du vapotage, et elle est issue de la chimie verte et des acteurs et des tabaculteurs de la région du Sud-Ouest. Et nous sommes les seuls à le faire en France et en Europe. C'est une vocation qu'on avait en tant qu'industriel, en tant que chimiste et physicien, de faire les meilleurs produits du vapotage, les plus en adéquation avec les responsabilités. On prône une vape éthique, on a l'ambition de construire pour le consommateur qui se pose des questions, pour le professionnel qui va distribuer nos produits. Nous n'avons pas nos propres magasins, mais on les met à la disposition d'environ 1500-1600 magasins en France pour qu'ils permettent d'expliquer pourquoi il y a des vapes à différentes vitesses, ce qu'on expliquera tout à l'heure. Et on a vraiment l'ambition d'apporter le conseil, la pédagogie, l'expertise, la réassurance, tout en parlant aussi aux professionnels de santé qui cherchent un avenir en utilisant l'alternative du vapotage. Donc notre métier, c'est de fabriquer pour la distribution et de s'assurer que, que l'opinion publique comprenne pourquoi il peut y avoir des vapes à plusieurs vitesses. Bravo, on l'a. Alors, vous allez voir, restez bien toute l'émission parce que en préparant cette émission, j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'on ne sait pas tout sur cette industrie et c'est important de lever un peu le voile là maintenant. Il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais en fait, ce n'est pas la réalité. Alors, avant tout, première question, est-ce qu'il y a réellement ce qu'on appelle un esprit vape? Oui, j'aime à rappeler que, alors qu'on ne voit quasiment que les produits du vapotage ou éventuellement un peu les vapoteurs, entre les deux, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que la vape est avant tout une pratique. Ouais. Sous prétexte qu'on ne verrait que des baskets, que des t-shirts de sport, que des accessoires de sport, sans jamais parler de sport. Or, il y a les Jeux Olympiques, il y a tout simplement l'activité sportive locale, départementale, communale, etc. Le sport, c'est une pratique. Le vapotage, c'est dans le cadre d'une nécessité de santé publique, Donc, arrêtez de fumer. une alternative qui permet d'arrêter de fumer. Et donc, pour que ça fonctionne, eh bien, la logique, c'est que ça devienne une pratique. Et c'est un peu ce qui crée la confusion, c'est que dans notre filière, on n'a pas trop le droit de communiquer. Ouais. Donc, on ne voit que les produits, on voit certains usages, mais on ne peut pas en comprendre les mécanismes. Et donc, notre problème à nous, c'est d'essayer de faire le mieux possible pour que les gens comprennent par l'éducation, par la compréhension, par la pédagogie, que s'ils ont décidé d'arrêter de fumer par le Ouais. vapotage, ils prennent conscience que ça commence par eux, avant que ça commence par les produits. Et j'ai une phrase qui résume ça: le vapotage fonctionne si on ne confond pas le verbe être et le verbe avoir. Avoir une cigarette électronique, c'est facile, c'est commercial. Devenir vapoteur, c'est une ambition, et c'est celle d'utiliser ce produit pour arrêter de fumer. Donc c'est une pratique qui doit engager la personne dans sa volonté d'arrêter de fumer. Et c'est un outil qui permet la transition, et on peut et on doit imaginer l'étape d'après, c'est-à-dire la fin du vapotage. Alors, une question qui me vient comme ça, peut-être pour que ça nous éclaire. Est-ce que tu as quelques grands chiffres à nous donner sur ce que représente ce marché en France, dans le monde, j'en sais rien? Alors, ce marché, d'abord, qu'est-ce qu'il concerne? Il concerne les fumeurs, Ouais. adultes, et on parlera peut-être plus tard Non, de non, mais l'état justement, des tu as jeunes. raison de parler de ça parce que oui, je te rejoins, Charlie, mais en fait, il ne concerne plus que les fumeurs. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif et aujourd'hui, et je le vois, et c'est un peu, moi qui suis papa, je vois ça maintenant, il y a le phénomène de mode d'ailleurs qui s'est installé. Il faut qu'on en parle aussi parce que Oui. c'est très important. Avec plaisir d'en parler. Ouais. Ouais, donc c'est plus que les fumeurs. En vérité, il y a beaucoup de gens qui, alors donc un journaliste me dit vape, mais non, on dit vape, qui vapent. Oui, je vais te donner des chiffres. Ouais. En France, en 2012, quand la cigarette électronique est arrivée, il y avait à peu près 18 millions de fumeurs. Ouais. Aujourd'hui, ce chiffre, il a beaucoup baissé.
grâce aux politiques de santé publique, L'augmentation du prix du tabac. l'augmentation Ouais. du prix du tabac, la prévention, etc. Mais il y a eu aussi l'arrivée de la cigarette électronique qui est arrivée un peu comme une soi-disant baguette magique, mais elle n'est pas magique, elle est très concrète et ça a permis à des millions de Français, d'arrêter de Présent. fumer, voilà, Ouais, ouais. et d'autres, par contre, de ne pas totalement réussir à arrêter de fumer. Ouais. Ça m'inquiète davantage et il y a des raisons à ça. Mais aujourd'hui, on estime qu'entre 4 et 5 millions de Français vapotent quotidiennement. Ah oui, quand même. Et il y a déjà, effectivement, 2 à 3 millions de Français qui ont réussi à arrêter totalement la cigarette, ce qui offre les meilleurs chiffres d'efficacité sur le tabagisme depuis ces 30 dernières années. Donc, évidemment que la cigarette électronique, elle a surpris. D'abord, elle porte un nom, cigarette électronique. C'est pour ça que nous, on préfère l'appeler la vape ou la vapoteuse, Ouais. parce qu'il n'est plus du tout question de combustion, il est question de vaporisation. Et ce sera important d'y revenir tout à l'heure pour expliquer pourquoi il y a un tel succès avec le vapotage. Et en même temps, on peut observer aussi un certain nombre d'échecs qui sont en général des questions d'adéquation. D'adéquation. Mais en fait, disons-le tout de suite, on a préparé cette émission, on en a parlé. En fait, finalement, on vous a rangé dans la mauvaise case. Oui, c'est un petit peu un des paradoxes que je condamne et dans une société qui parle du monde de l'entreprise, c'est qu'on demande à la France d'innover, on demande aux Français, il y a toujours une motivation à vouloir innover, mais lorsqu'on innove et qu'on n'est pas capable en tant que structure, État, de créer les cases d'une innovation, alors on n'innove pas. C'est un peu une hypocrisie, je trouve, pour être un petit peu, pour juger un petit peu ça. Je me permets ça parce que la vape n'était pas un médicament, la vape n'était pas un produit du tabac, mais sous prétexte que ça délivrait de la nicotine, comme les patchs, comme les gommes, comme les autres substituts nicotiniques, eh bien, il a fallu qu'on trouve une case. Moi, c'est ce qui me déçoit. Si une innovation arrive avec une vraie différenciation, soyons capables de créer les cases qui s'y conforment. Aujourd'hui, tu l'as dit, d'ailleurs, 2 millions de personnes qui ont arrêté le tabac, a priori plutôt grâce à la vape, c'est déjà un succès quelque part. Oui, et ça montre une efficacité qui dépasse un petit peu celle des autres substituts, parce qu'il y avait la cigarette avec son pic de nicotine très intense, une cigarette qui, une fois qu'elle est allumée, comme elle coûte cher, fumons-la jusqu'au bout, alors que les 2 premières bouffées suffisaient pour recevoir sa nicotine. Donc c'est quand même un piège qui fait que plus on augmente le coût, plus on la fume jusqu'au bout. Est-ce que c'est vraiment très intéressant tout ça ? Lorsque le vapotage arrive, eh bien, à la différence du patch ou de la gomme qui délivre calmement la nicotine en espérant que la personne ne va pas reprendre la cigarette, eh bien, elle vient se glisser dans un pic de nicotine qui est un peu entre les deux, d'où son efficacité. Il n'a pas fallu, en 2012, expliquer longtemps aux fumeurs qui ont testé la cigarette électronique comment ça fonctionnait. Ils se le sont appropriés par curiosité et ça a été très, très efficace. Ça, c'est le début du vapotage, des entreprises qui se créent en France, tous essentiellement des anciens fumeurs ou des fumeurs qui ont découvert la vape et qui ont voulu en faire un métier. Et dans ce groupe de personnes indépendants de l'industrie du tabac, indépendants de tout autre grand système industriel, est venu créer des entreprises très fortes pour venir expliquer ce que ça pouvait apporter. Et la France peut se féliciter d'être un pays, et j'y ai participé, donc c'est pour ça que je connais bien ce sujet, d'avoir instauré dès le départ une intention de bonnes pratiques de fabrication, de normes, et la France est le premier pays au monde à avoir normé les produits du vapotage en 2015. Ah bravo, bon très bien. Oui, pour une fois, la France double un petit peu tous les autres pays dans une innovation qui est une invention d'origine par un pharmacien chinois qui avait perdu son père à cause du tabac et qui s'est dit, en faisant un rêve un peu bizarre, il s'est dit « j'ai rêvé que je me noyais et que ça me sauvait ». Parce qu'il était dans une quinte de tout, gros fumeur lui aussi. Et ça lui a donné l'idée d'imaginer une solution qui allait vaporiser de la nicotine qui lui était nécessaire en tant que fumeur, mais par le biais d'une vapeur plus agréable. Et c'est là où il a choisi ce qu'on appelle le propylène-glycol et la glycérine végétale. Ce sont les deux trucs. Les deux choses qui produisent la fumée, qui est de la fumée similaire à la fumée de boîte de nuit, la fumée de spectacle, dont on connaissait déjà l'origine en inhalation, et qui s'est dit, en associant la nicotine avec cette vapeur, eh bien, je vais pouvoir reproduire à la fois le geste, l'intention, la perception, le ressenti, et c'est là où il est à l'origine de la création de cette cigarette électronique. Et ça, c'était en 2003. On va te poser toutes les questions, parce que je te l'ai dit, beaucoup de questions, ça soulève beaucoup de questions. On va te les poser. Mais juste avant, je voudrais qu'on fasse le point sur, on est quand même aussi là pour ça, VDLV. Qu'est-ce que vous produisez alors ? Alors, VDLV, nous sommes fabricants d'e-liquide pour cigarettes électroniques. Notre métier, c'est de produire des fioles et des bouteilles pour le réseau de la distribution des produits du vapotage en France, qui s'avère être essentiellement des boutiques spécialisées, physiques, qui ont fleuri depuis 2012.
Ensuite, il y a aussi le secteur des réseaux de la vente en ligne, Internet, avec des grands acteurs aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Et puis, on accompagne parfois les buralistes qui ont la vocation de présenter cette alternative avec un certain niveau d'expertise. On a une particularité, c'est qu'on est par contre le seul fabricant qui, de par nos origines industrielles avec Vincent et moi, avons eu l'ambition de produire dès 2015 de la nicotine, mais non pas importée d'Inde et de Chine comme la plupart des... c'est de là que ça Voilà, vient. il y a beaucoup de cultures de tabac en Inde et en Chine. Donc du coup, ils ont des usines d'extraction de nicotine qui ont servi jusqu'à présent la fourniture des patchs et des substituts nicotine. Ah d'accord, ok. Donc c'était déjà présent la nicotine pure pour les traitements des patchs et des gommes. Et du coup, quand la VAPS a démarré, c'était facile de s'approvisionner à peu près en nicotine. On avait quand même quelques difficultés parce qu'il y avait beaucoup de sociétés qui demandaient la nicotine qui se créaient à l'époque. Et donc nous sommes dans le sud-ouest avec Vincent. Mon père a été agriculteur a été voisin d'un agriculteur de tabac. Vincent, dans sa famille, avait son grand-père qui cultivait son tabac pour ses propres consommations à l'époque. S'est dit, m'a dit, on en a discuté, on devrait utiliser les tabacs de la région pour extraire de la nicotine en France, pour éviter le grand circuit de transport. Et avec Vincent, on pousse l'ambition de le faire non plus en chimie traditionnelle, mais en chimie verte. Vas-y, explique-moi, je comprends pas ça. Alors la chimie verte, c'est utiliser des solvants qui ne sont pas nocifs pour l'environnement dans le cadre de l'extraction. Et on a l'ambition de faire ça. Et aidé par le Conseil régional d'Aquitaine, on construit la première unité d'extraction de nicotine en Europe. À partir des tabacs qui sont du Lot-et-Garonne, de la Dordogne. Je ne savais même pas qu'on faisait encore du tabac en France, moi. Et oui, à peu près dans l'est de la France et dans le sud-ouest de la France, on produit toujours du tabac. Et donc, du coup, on a relancé un petit peu la production du tabac agricole, mais uniquement à vocation vapologique, c'est-à-dire utilisé en vapotage. Et on est le seul fabricant aujourd'hui de nicotine en chimie verte au monde et en production avec des tabacs français. Donc, finalement, on peut dire que vous maîtrisez la chaîne de bout en bout. Oui, et on y a ajouté un élément qui nous était nécessaire. On va dire... l'observation et plus précisément le microscope, si j'ose dire, c'est qu'on a créé le premier centre de recherche dédié au monde du vapotage, avec aujourd'hui une dizaine de techniciennes, ingénieurs, docteurs, qui focalisent depuis 2014 déjà sur les paramètres physiques, chimiques et biologiques de l'observation du vapotage, et même les aptitudes comportementales. Donc on a... mais c'est de ça dont on doit parler. C'est de ça dont on doit parler. Alors attention, première question que tout le monde se pose. Il y a quoi dans le e-liquide? Alors, pour commencer, le e-liquide, son objectif, c'est de vaporiser et d'embarquer de la nicotine avec lui pour recevoir une vapeur qui imite la fumée à une température cohérente, donc une température relativement basse. Une vapeur ne doit pas dépasser 40 degrés, entre 40 et 60 degrés, ça c'est la norme, à la sortie d'une cigarette. Oui, la vapeur, voilà. Okay. Donc elle doit arriver en bouche à une température qui ne brûle pas. Ça, c'est pour commencer. Okay. Alors, juste pardonne-moi parce que je suis un peu béotien là-dedans, mais c'est quoi la température d'une cigarette? Alors, la cigarette électronique va vaporiser un liquide entre 180 et 200 degrés. D'accord. Voilà. Mais une fois que ça arrive en bouche, ça c'est tout de suite condensé et ça arrive en bouche aux alentours de 40 degrés. Non, j'entendais la combustion d'une vraie cigarette. Ah, la combustion d'une vraie cigarette, c'est jusqu'à 800 degrés. Ah, vache, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Et là, elle transforme les molécules. Rien à voir pour l'instant. Voilà. Donc, on est d'un côté un feu de cheminée, ça c'est la cigarette, de l'autre côté, c'est une cocotte minute. Donc, on a des arômes. Alors, en plus voilà, de ces bases dont on parlait tout à l'heure, propylène glycol, glycérine végétale, qui sert à faire cette vapeur générée, qui embarque de la nicotine, qui y a dans le liquide. Et puis, pour l'acceptabilité du produit, depuis le début, les vapotages ont suggéré de mettre un peu d'arôme. Pourquoi ? C'est un ancien fumeur, il est habitué à recevoir le goût de sa cigarette, donc la vocation a été d'imiter le goût du tabac, pas le goût de la cigarette, le goût du tabac, c'est différent, c'est pas le même goût. Et puis très vite, on s'est dit mais pourquoi pas mettre plutôt quelque chose de plus agréable, de la menthe, ne serait-ce que pour la laine, etc. Pourquoi pas du citron, des fraises, et très vite on est arrivé. Et puis aussi je suis désolé, mais sentir moins mauvais dans une pièce ou dans. Il y a ça d'abord, et puis aussi de se dire puisque je change, je change. Bah, je suis d'accord. Voilà, hein, on ne fait pas de chewing-gum au tabac, on fait du chewing-gum à la menthe. Et un fumeur, parfois, se dit, je vais prendre un chewing-gum pour oublier ma cigarette, donc ça se fait à la menthe. Donc il y a un côté aussi qui encourage à changer d'univers. Voilà. Mais pour certains, c'est utile d'avoir des saveurs de tabac parce qu'ils ont besoin d'être rassurés sur leur ancien triste réflexe qui est de fumer. Ouais. Je vais continuer dans les lieux communs, en tout cas les questions que je pose tous nos amis, puisque c'est sûr qu'ils se les posent.
la cigarette électronique est moins dangereuse que la cigarette. Postulat de base que tout le monde entend. Mais moi, ce qui me pose question, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour ça? Toi qui l'étudies. Alors, c'est vrai, oui, c'est vrai parce que d'un côté, on a la combustion Ouais. qui libère des particules fines, du goudron, du monoxyde de carbone, et les poumons ne sont pas faits pour ça. Les poumons sont faits pour respirer de l'air le plus pur possible. Mais en ville et dans des conditions industrielles ou autres conditions artisanales, il y a effectivement des choses. Donc le corps le système respiratoire peut quand même un peu lutter. Donc, ce qui est logique, c'est que remplacer une combustion par une vaporisation, c'est mieux maîtriser ce qu'il y a. Ouais. Une combustion, ça libère plein de choses. Une vaporisation, comme une cocotte minute, je le disais, on sait ce qu'on y met, on sait ce qui se vaporise. On a la même chose entre les deux. Sauf que si cette vaporisation n'est pas parfaite, ça peut créer des produits de dégradation, c'est-à-dire des petites variantes, des dérivés qui vont se faire au moment de la chauffe. Ça, il faut le regarder. Et D'accord. ça, il y a des études, de nombreuses études. On dit qu'il n'y a pas d'études, c'est faux. Il y a des milliers d'études sur le vapotage partout dans le monde. Et puis, eh bien, ce qu'il fallait qu'on crée aussi, c'est est-ce qu'on fait bien des études sur le vapotage? Est-ce Ah que oui? c'est bien regardé? La critique scientifique, c'est l'objet de la science, de se critiquer elle-même, c'est que parfois on utilisait des cigarettes électroniques mal irriguées, mal mouillées, et on produisait des cigarettes électroniques et des mèches brûlées. Donc, Attends, tu vas trop vite pour moi parce que je pense qu'il y a des gens. Non, mais Vas-y. pour les gens que ça intéresse, qui ne sont pas de ce truc-là, qui n'ont jamais vapoté, mèche mouillée, on sait pas. Explique plus précisément ce truc-là. Une cigarette électronique, c'est donc une petite cocotte minute qui, grâce à une mèche, va attirer le liquide vers un endroit où ça chauffe. Ouais. Et à cet endroit-là, ça vaporise, ça transforme le liquide en vapeur. Et ensuite, c'est mélangé avec un flux d'air qui est celui de l'inhalation quand on tire C'est ça. sur cette cigarette électronique. Donc, il se passe une vaporisation instantanée avec un débit. Autrefois, dans la cigarette, c'est la même chose, mais avec une combustion, un petit feu, et on aspire en même C'est temps. ça. Donc, ce remplacement, c'est que les produits qui ont été choisis avaient la capacité d'être vaporisés. La question se pose de savoir si les arômes embarqués avec la nicotine et la base, ce qu'on appelle la Ouais. base, tiennent aussi à la chauffe. Il y a beaucoup d'études là-dessus, et parfois dans certaines études, ils n'ont pas fait attention si la vaporisation était cohérente avec un vapotage cohérent. En gros, c'est comme si je prenais une voiture, je la balançais à 300 km/h, que j'y mettais un homme sous au volant avec des platanes sur le bord de la route, et qu'on disait « la voiture, c'est mortel ». La conduite oblige, quand on utilise la voiture, à être un minimum prudent. Dans le vapotage, une bonne adéquation, un bon vapotage, eh bien, on se rend compte soi-même quand on vapote mal. Et toi qui as été vapoteur, Bien sûr. quand il n'y a plus de liquide dans la mèche, ça a un mauvais goût. Ah bah, Et très là, mauvais. tu t'exposes à quelque chose qui n'est pas agréable. Mais ce n'est pas chronique. Ce n'est pas à chacune de tes bouffées. Tu ne manges pas le pain grillé qui est grillé 3 fois dans ton grille-pain parce que tu l'as oublié. Tu le jettes. Eh bien, cette attitude-là fait que l'homme s'auto-corrige pour éviter les produits de dégradation. D'accord. Ceci dit, si les produits sont bien préparés, c'est vraiment le cœur du travail chez VDLV, si on vérifie dans notre sélection de matières qu'ils sont vaporisables, ça c'est essentiel, et qu'ils sont donc inhalables dans la composition chimique. Et pour ça, il y a des règlements européens qui existent sur les arômes qui nous permettent de qualifier ou de disqualifier des arômes. Vous êtes, j'imagine, contrôlé, surveillé? Pas assez. Je dis pas assez parce que c'est souvent les entreprises historiques qui sont contrôlées et parfois d'autres entreprises qui n'ont pas de contrôle. Oui, parce que j'entends VDL, VDLV, je l'ai, qu'il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, que vous faites attention à tout ça. Mais tu m'accorderas que c'est peut-être pas 100% du marché. 100% du marché ne travaille pas comme vous. Non. Alors, donc, ma question, c'est quand je suis, moi, dans la rue, que je suis un petit peu. Je suis pas sur ces fêtes de vapotage, je décide d'arrêter de fumer, mais comment je sais que le truc est bien ou pas bien? Alors, ce qui est important, et comme je parlais tout à l'heure du verbe devenir, être plutôt que du verbe Ouais, avoir, ouais. il faut aller dans un point de distribution spécialisé. Bon, déjà, ça, c'est la base. Ou quand on pose une question, on se rend vite compte si on a affaire à un vendeur qui ne va faire que vendre, ou si on a quelqu'un face à nous qui est là pour écouter notre histoire de fumeur, notre passif. En fait, c'est là où ça change. Le premier produit qu'on doit choisir quand on veut vapoter ou qu'on veut essayer le vapotage, c'est de passer déjà 30-40 minutes avec un vendeur en À magasin. parler. À parler. Parce que cette personne, si elle est bien formée, eh bien, elle va être en capacité de répondre à ces questions. Et plutôt que de vendre un produit, elle va vous permettre de trouver si vous êtes ou non
prompte à vapoter d'ailleurs. C'est important, moi je pose la question: «Monsieur, vous faites quoi comme métier?» «Ah beh, je travaille sur les chantiers». Je ne vais pas lui vendre le même matériel que s'il travaillait en bureau, parce qu'il va la faire tomber, C'est parce ça. qu'il va être maladroit. Vous êtes plutôt, quelqu'un qui fumait tant ou tant de cigarettes? Ou bien est-ce que vous fumez déjà là votre première cigarette très tôt le matin ou plutôt, au début l'après-midi? Toutes ces questions-là permettent d'orienter et à la fin, il ne reste plus qu'une chose à choisir. À la fin, la couleur, C'est ça. éventuellement la C'est cigarette le marketing, électronique, quoi, ouais. son autonomie et la saveur qui peut nous plaire ou nous déplaire. Et en général, on en prend plusieurs et on finit par trouver, allez, on va dire celle on appelle ça le all day dans cette Oui, c'est ça, filière. je l'ai dit Le ce le mot all day, je voilà, l'ai dit. celle qu'on a l'habitude de prendre, qui nous rassure. Alors, Charlie, pardonne-moi parce qu'on a 1000 questions à te poser. Je t'utilise comme expert, sachant sur ce marché-là. Tu sais, il y avait eu des grandes révolutions à un moment donné dans l'immobilier. Dans l'immobilier, c'était un métier qui était un peu controversé, c'était un petit peu on ne savait pas trop ce qui se passait là-dedans, on ne savait pas trop si les gars qui vendaient des appartements, ils étaient, légitimes à vendre et à un moment donné, il a fallu légiférer, mettre des lois en marche, régir un peu ce marché-là. Est-ce que, par exemple, dans ton marché, dans cette industrie, il y a des choses comme ça qui se mettent en place? Par exemple, tu parles de points de vente. Mon premier réflexe serait de me dire: «Est-ce que quelqu'un qui ouvre un point de vente a le droit de vendre ces produits-là? Est-ce qu'il est légitime à vendre ce truc-là?» Il l'est de par la loi, puisque c'est un produit de consommation courante, Ouais, mais pour moi, il ne l'est c'est pas pas, suffisant. d'après l'expertise. Bah, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et pourtant, il y a des petits indépendants, il y a des réseaux, même Mmh. certains sites internet qui, depuis le début, ont fait l'effort de l'explication pédagogique. Oui, Mais il faut que ça procède par itération. On ne peut pas, qualifier un vapoteur en un seul rendez-vous. Il faut de l'échange, il faut des retours et si vous voulez donner la chance au vapotage pour arrêter de fumer, c'est essentiel il faut prendre les choses dans l'ordre, quoi. c'est essentiel et les professionnels du vapotage ne sont pas des professionnels de santé. Par contre, ça fait des années, 15 ans, 12 ans, que ces gens-là connaissent cette interaction. Comment dirais-je? Les tabacologues, sont toujours un peu en réflexion sur ce projet, mais il y en a beaucoup qui sont pro vapotage Ouais. et certains qui ont encore quelques doutes et c'est bien légitime. Mais on rencontre, nous, des fumeurs et des anciens fumeurs, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines dans les magasins et ça, pour certains, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans. Donc en fait, l'échange, il est permanent. Ils voient plus souvent, le magasin de vape, que parfois, les dirigeants de leurs propres entreprises. Ah ouais, absolument. Donc, cette relation, elle est essentielle pour arriver à arrêter de fumer. Maintenant, il y a d'autres pièges. C'est celui, parce que je ne suis pas bien accompagné, de mal vapoter, de dériver dans mon vapotage, de survapoter. Moi, je suis opposé au survapotage. Un bon vapotage, un vapotage équilibré, il ne doit pas dépasser 2, 3, 4 ml par jour, 4 millilitres par jour. Millilitres. Ce C'est-à-dire sont les fameux, les récipients, en fait. voilà, les petites fioles doivent faire au moins 2 jours. Si vous vapotez plus que ça, C'est qu'il y a un problème. c'est que vous êtes pareil. Et je le dis souvent, lorsque vous achetez des lunettes ou lorsque vous devez aller acheter des lunettes parce que vous avez un problème de vue, vous passez par une analyse ophtalmologique qui permet à votre opticien de savoir quel verre vous avez besoin. Si vous allez dans un magasin en disant « je veux une cigarette électronique et je vais prendre cette saveur, merci, au revoir », c'est comme si vous preniez des lunettes au hasard. Vous avez une chance sur 2 ou Ça sur va 5 d'y voir clair. Et dans la durée, ça évolue aussi. Et il faut accompagner les gens dans la durée pour être, en capacité de ne pas refumer, ça c'est l'essentiel. C'est le but quand même, théoriquement. Voilà, et 2, pourquoi pas en projection de vouloir arrêter de vapoter. Mais ça, c'est pas simple. Si vous avez, vous êtes devenu vapoteur, vous ne fumez plus, c'est super. Et puis un jour, vous perdez votre cigarette électronique et vous piquez une cigarette à un copain dans une soirée. Attention, il est évident que ça peut créer un risque très fort de reprise. Bah oui, bien sûr. Vous avez un problème d'argent, un problème sentimental, un problème avec votre patron, bref, des problèmes. Vous allez avoir envie de quelque chose d'un peu plus intense et vous allez probablement recraquer. Le tabac a une addiction extrêmement Voilà, forte. on ne devient pas un non-fumeur, on reste un ex-fumeur, hein. Ah. On produit des capteurs nicotiniques dans le cerveau entre l'âge tristement de 14-15 ans et jusqu'à Waouh. 75 ans. Si vous commencez à fumer entre 14 et 25 ans, vous avez de grandes chances d'être un fumeur pour toute la vie. Parce que votre cerveau vous a fait produire des récepteurs nicotiniques en masse parce que vous avez tristement touché à ces cigarettes. Ça a été mon cas. Et c'est important d'expliquer, et on y viendra tout à l'heure, que quand on est jeune, mieux ne vaut pas vapoter ou, si c'est plus fort qu'eux parce qu'ils veulent faire comme les copains, éventuellement tenter pour découvrir ce qu'est un vapotage mais sans nicotine. Tu as raison, Wayne. J'ai juste une petite question et peut-être un petit rappel précis de ce que tu viens de dire sur le mauvais vapotage ou la mauvaise fonction de vapotage. Si je comprends ce que tu dis,
on a les fameux récipients qu'on appelle des tanks, je crois, des choses comme Donc là, il liquide étant d'un récipient qui s'appelle une bouteille, qu'on met dans un autre récipient qui Voilà. s'appelle effectivement le tank, Voilà, le le tank. cléromiseur Donc en aussi. gros, si on fume trop de ce récipient, c'est probablement, il ne faut pas dépasser 1. Et si on en fume trop, c'est probablement que le dosage de nicotine est mauvais finalement. Oui. Mieux vaut calmer le jeu sur la baisse de la nicotine pour fumer moins. Si on veut vapoter moins, Ouais. il ne faut pas mettre son cerveau en manque de nicotine. Voilà, c'est ça. Traiter le manque de nicotine peut se faire quand on maîtrise le vapotage. D'accord. Et là, on peut baisser. Ça a été mon cas. Aujourd'hui, je vapote avec très peu de nicotine, voire plus. Je peux me passer de vapotage pendant 15 jours, 3 semaines. Il est important que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on baisse la concentration de nicotine dans une fiole, parce qu'on a acheté du 12 mg, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, la loi nous autorise à produire des liquides à 20 mg par millilitre, ce qui est égal à 2%. Je suis désolé, il y a parfois un peu de confusion. Et jusqu'à 0. Et donc, un vapoteur, un fumeur qui fumait beaucoup va avoir tendance à vouloir un peu plus de nicotine. Et bien à ce moment-là, il faut qu'il prenne des taux un peu forts ou, plus précisément, qu'il fasse des séquences de vapotage plus rapprochées. Absolument. Mais vider des fioles et des fioles et des fioles en ayant le sentiment qu'on ne paye pas cher parce qu'on achète des gros volumes, c'est un peu l'effet rebond. Hein. Si c'est pas cher, tu en prends beaucoup. Si tu en prends beaucoup, tu en vapotes trop. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est qu'ils ont raté leur adéquation avec la nicotine. Et donc, peut-être l'intervention d'un bon professionnel à ce moment-là, les aurait aiguillés. Un bon professionnel du vapotage qui voit que la personne est vraiment en situation de sevrage, eh bien, en fait, il va l'accompagner avec cette alternative en lui disant « Attention, je vous vois augmenter votre consommation d'e-liquide, vous avez décroché de votre réception en nicotine. D'accord. Et vous allez vous mettre à survapoter, voire à fumer. » Alors là, c'est tout perdu. Une personne qui nous dit « Ah, c'est bon, je vapote et je fume, mais c'est déjà mieux », non. Une personne qui vapote et qui fume, c'est une personne qui fume. Et même si on fume 1 ou 2 cigarettes par jour, ça a des effets délétères sur la santé. On vient sur un gros dossier là. Parce que là, pour le coup, c'est dramatique parce que ce ne sont souvent pas des gens qui fumaient. Je parle des jeunes et tu en as parlé. Et là, on a un mot qui revient aux lèvres de tout le monde, c'est puff. La puff. Moi, pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas bien. Je sais qu'il y a un sujet là-dessus chez les jeunes, mais a priori, là, c'est dramatique, cette histoire-là. La puff, ça veut dire bouffer en anglais. Une bouffée, une puff. Alors, c'est une invention que chez VDLV, on déplore parce qu'on avait prévenu avec la fédération en 2019 que ça allait arriver. Ouais. On a demandé au gouvernement à l'époque de faire interdire ce produit-là. 1, parce que c'était un scandale de séduction auprès des jeunes. C'est du marketing, clairement. Et 2, c'est surtout un scandale environnemental. Vous imaginez, vous jetable en plus. Une voiture électrique, vous faites 300 km et vous l'achetez sur le bas-côté et vous en prenez une neuve. C'était ça la puff. Ce qui était scandaleux. Et donc, on a demandé son interdiction. Ça a mis trop de temps pour se faire interdire. Et surtout, ça a créé ce que, tristement, on a pu apercevoir dans certains journaux, des bonbons à fumer. Ah ouais. Donc forcément, ça a un côté séducteur pour les jeunes. Ce n'est pas la cible. Le vapotage, ce n'est pas fait pour les jeunes. Ça nuit au message. Voilà. Par contre, il y a où se situe la jeunesse. Je ne sais pas si tu te souviens de ta jeunesse. J'espère que oui. Mais moi, je me souviens très bien de ce moment. Je me suis mis à fumer un peu sur le tard, moi. Paradoxalement. Ouais. Moi, c'est l'armée qui m'a mis pareil. la cigarette. Ouais, pareil. Merci l'armée. Il nous les donnait même. Ouais, limite. Et donc, en fait, il y a un âge où le jeune a de toute façon un profond désir soit d'imiter. Oui, d'appartenance à un groupe. Voilà, d'appartenance, soit d'imiter, soit d'expérimenter. Et à ce moment-là, on a 2 alternatives. La cigarette, on connaît les ravages. Le vapotage, ou alors on pourrait dire rien. Ouais. Un jeune qui fait rien, qui fait jamais de bêtises, qui fait jamais de voilà, etc. C'est peut-être pas un jeune d'ailleurs. Eh bien, à ce moment-là, il a l'alternative entre une Ferrari dont il n'a jamais passé le permis et une voiture à pédale. Moi, je ne veux pas que les enfants vapotent s'ils veulent vapoter avant l'âge de 18 ans, parce que d'abord, c'est du légal et on n'a pas le droit de vendre ces produits. Par contre, s'il devait me dire « Papa, j'ai fumé », effectivement, j'aurais une vraie conversation avec lui. S'il me dit « Papa, j'ai vapoté », je lui expliquerai une autre forme de conversation. Parce que je préfère 1000 fois qu'un enfant essaye sur quelque chose où je sais que le risque est mineur par rapport à quelque chose qui est majeur. Et une cigarette sans nicotine, ça n'existe pas, ou c'est quasiment introuvable. Ouais. Alors que du vapotage sans nicotine, ça existe. Donc si les jeunes, ils ont ce désir d'imitation, qu'ils le fassent avec un produit qui est sans risque, ne pas commencer à toucher à la nicotine. Mais je voudrais quand même préciser, en France, vous avez à peu près plus de la moitié des Français qui pensent que la nicotine est cancérigène.
C'est pas la nicotine qui est... Oui. Non, la nicotine n'est pas cancérigène, comme la caféine. Ouais. C'est par contre un stimulateur, donc stimulateur cardiaque. C'est vrai que ça accélère le rythme cardiaque et que survapoter de la nicotine, surconsommer du café, c'est pas bon pour le cœur. Mais quand on est un fumeur et qu'on passe au vapotage, on peut ajuster son taux de nicotine. Une cigarette, vous l'allumez, vous la fumez jusqu'au bout. Ouais. C'est tout ou rien. Le vapotage... Comme tu disais, en plus c'est cher, plus on a envie de les terminer maintenant. Exactement. Et le vapotage, on peut accélérer, réduire. Je suis le matin, je suis en manque de ma cigarette que j'avais, de mon vapotage que j'avais la veille ou de ma cigarette que j'avais auparavant. Je peux ajuster un peu plus et puis après je régule. On dit, vous l'avez toujours à la main, cette vapoteuse. Pourquoi vous l'avez toujours à la main? Parce que c'est comme un patch qui délivre toute la journée. Et on voit personne tirer 15 puffs d'affilée, 15 bouffées d'affilée sur une cigarette électronique. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu de temps en temps. Donc ceux qui disent il l'a toujours à la main, c'est parce qu'il est en train de faire ce que son corps physiologique lui demande. Délivre-moi un petit peu de nicotine et surtout, fais-le dans des séquences qui te semblent nécessaires. Mais alors, j'ai une question, c'est, mis à part, on va dire, le goût tabac, comme on dit, arôme tabac, Arôme tabac, goût saveur tabac, tabac, ouais. saveur tabac, est-ce que tout le reste, ça serait pas déjà c'est une tromperie, et puis c'est un petit peu exotique quand même, tu vois, et popcorn, tarte tatin, En fait, c'est multiple. À partir du moment où dans le e-liquide, on y ajoute des arômes alimentaires, qui sont des arômes qu'on met en petite quantité pour donner cette saveur, eh bien après, effectivement, et ça je déplore ça, il y a eu une escalade marketing pour remettre toujours plus ça. Les produits qui sont les plus à risque sont les produits qui sont de toute façon trop sucrés, surchargés en sucre. Tout ce qui est sucré, c'est à bannir parce que ça n'a aucun intérêt dans le vapotage. Ça vous en met plein la bouche. Enfin, c'est pas nécessaire. Ce qui est exotique, effectivement, ça pourrait être pourquoi ajouter des mélanges de recettes de grands chefs ou de grands pâtissiers dans le vapotage. Voilà. Parce que c'est bizarre. Dans les cigarettes, quand vous aviez un fumeur de la marque X, il ne jurait que par ça. Il ne voulait être que là-dessus. Bah, bien sûr, mais bien entendu. L'appartenance et en plus, peur de ne pas avoir exactement le même produit avant. Puis on est fiers de fumer sa marque et on se reconnaît entre nous, et les autres, bah, bien sûr. C'est ça. Dans le vapotage, ça n'a pas lieu. Les gens switchent, varient, veulent. Ça montre déjà qu'il n'y a pas la même forme d'addiction, la même forme d'accroche, puisqu'ils ne sont pas fidèles, entre guillemets, aux saveurs. Certains, si, mais d'autres, non. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu plus de diversité là-dessus. Ce qui est important, c'est l'exercice de laisser... Les gens, quand ils sont à la recherche des saveurs, ils oublient encore plus vite leur paquet de cigarettes historique. Ils s'écartent de ça. Et puis, ils se disent « Ah, le tabac, je ne supporte plus l'odeur du tabac. Ça y est, c'est bon. Moi, je préfère une petite pointe de citron, etc. » Mais évidemment que des goûts popcorn, et d'ailleurs le popcorn contient... le goût popcorn est fait avec une molécule qui s'appelle le diacétyl, et ce molécule a été proscrit dans la norme, justement, pour ne pas que ce goût popcorn soit omniprésent, parce que ce diacétyl peut générer des bronchiolites oblitérantes. Donc oui, il y a des molécules aromatiques qui n'ont rien à faire dans le vapotage. Alors, est-ce que bon, je reviens toujours à mes histoires de le grand livre blanc, pour régir des professions, tout ça, est-ce qu'il ne devrait pas tout simplement y avoir des systèmes de Nutri-Score, de liquide de vapotage, en disant, bah là, celui-ci, il est comme les DPE pour un appartement. Bah, celui-ci, il est GG. C'est-à-dire que si tu le fumes, on t'a prévenu qu'il y avait des goûts popcorn dedans. Alors, pour faire ce Nutri-Score, ou ce Vaposcore, il faudrait quand même un certain nombre de travail. Alors, bien sûr. Ingescience, le laboratoire de recherche de VDLV, travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et il est évident que c'est aussi dépendant à la consommation. C'est-à-dire que dire que ce produit, que cette molécule serait néfaste, eh bien, ça dépend. Parce que ce qui fait le poison, c'est la dose. Bien sûr, ce qui fait le poison, c'est la dose. Donc, un petit peu, ça passe. Beaucoup, ça ne passe plus. Et donc, il faudrait le faire pour la multitude de l'ensemble des parcs aromatiques. Et dans le vapotage, aujourd'hui, il y a entre 500 et 1000 molécules différentes qui vont interagir dans un propre café. Dans un simple café, il y a plusieurs milliers de molécules différentes. Wow. Donc, dans un arôme de café, il y en a un peu moins, mais il y en a beaucoup. Dans un arôme de citron, de fraise, etc., il y a beaucoup. Ce sont des familles de molécules. Et donc, du coup, faire l'analyse de tout ça pour faire un Vaposcore, c'est extrêmement complexe. On y travaille, on a des pistes. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des arômes qui sont plus privilégiés que d'autres. Donc, on le fait plutôt sur les arômes qui sont plus plébiscités par le public. Voilà, pour la base. Mais les colorants n'ont rien à faire dans le vapotage. Ils ne sont pas nécessaires, à part rendre le côté un peu sympa, mais ça n'a pas besoin d'être sympa. Et quand c'est trop chargé, trop sucré, des arômes trop forts, ce n'est pas fait pour les poumons, parce que les poumons n'ont pas le système de détoxification de l'estomac, qui, lui, peut manger des fruits et des arômes.
Non, mais comme tu disais, ça détourne, mais l'intérêt premier, d'arrêter de fumer. Si on crée, on enlève une dépendance pour la remplacer par une autre, en plus, marketing et d'un point de vue goût, bah non, ça On rate la cible. pour un plat cible. Alors, il faut qu'on avance, mais c'est vrai qu'on passerait du temps avec toi parce que c'est tellement important. Tu as introduit un terme que je trouve assez intéressant, c'est vapologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors c'est un néologisme assez simple, c'est l'étude de la vape en général. Ouais. Euh, C'était essentiel pour nous de baptiser ce mot et de le laisser dans un domaine scientifique. C'est qu'est-ce qu'il faut construire pour comprendre la vape. Soit on regarde que la chimie, et je peux vous faire apparaître des analyses qui vont vous montrer que la cigarette se dégrade en produits dommageables pour le corps, l'environnement, etc. Mais en fait, il faut regarder les paramètres de la physique, c'est-à-dire dans quelles conditions. Et puis, il faut intégrer ça sur des paramètres biologiques. Qu'est-ce que le corps peut recevoir? Qu'est-ce que les alvéoles pulmonaires peuvent recevoir, etc. Donc la vapologie, c'est, si on doit regarder le vapotage, Faut regarder dans il faut le regarder l'intégralité. dans l'intégralité des J'ai compris. sciences. Et la science du vapotage, c'est regarder les produits, les usages, euh, la pratique, le conseil, la formation, l'orientation, la pédagogie et la prévention qu'il faut faire aussi, comme on le fait pour tout, dans les collèges et les lycées. Mais il ne faut pas oublier que c'est un outil majeur de réduction des risques, Mmh. que certains pays comme l'Angleterre mettent en avant parce qu'ils ont vraiment depuis longtemps focalisé sur toutes ces études pour en faire une synthèse. Et il y a des gens et des médecins, et notamment des pneumologues, qui disent si fumer, c'est rouler à contresens sur l'autoroute à 150 à l'heure, vapoter, c'est rouler à 135 sur l'autoroute, C'est ça l'échelle du mais dans danger, le quoi. bon sens. C'est ça l'échelle du danger. Ouais, on ne parle pas de la même chose. Avec ton associé Vincent, vous avez écrit il y a quelque temps un livre qui s'appelle La face cachée des antivapes. Pourquoi ce livre, il crée tant de débats? Il crée du débat parce que la cigarette traditionnelle est largement installée avec le monde du cinéma, le monde du Far West, etc., depuis des années. Et on a voulu écrire un livre parce qu'il était quand même légitime que des gens s'opposent à l'arrivée de cette cigarette électronique. Tout ce qui est nouveau fait peur. Voilà, tout ce qui est nouveau peut faire peur et tout ce qui est nouveau doit prouver si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Donc c'était légitime qu'il y ait des détracteurs de la cigarette électronique. Ce qu'on reproche, c'est que c'est arrivé immédiatement. En 2012, l'OMS, alors que ça vient d'arriver, qu'ils savent à peine de quoi c'est fait, ils s'y opposent de suite. Direct. Ok. Direct. Mmh. Et là, j'ai envie de dire, mais si ce sont des scientifiques, ils doivent donner un peu la chance à l'innovation, essayer de comprendre ce que c'est. Ils doivent pouvoir la tester déjà. Pourquoi Ouais. voilà, attendez, on va On va peut-être regarder prendre les le temps. chiffres, ouais. On va peut-être, parler de principe de précaution, mais on va regarder. Ils ne regardent pas, ils condamnent. Et depuis toutes ces années, ils condamnent. D'un autre côté, d'autres pays, Nouvelle-Zélande, Angleterre, et puis c'est des chercheurs de tout état, publics, privés, etc., disent « Mais attendez, c'est quand même du bon sens, le vapotage. Je veux dire, on vient de remplacer la fumée de cigarette par quelque chose. Oui, mais le mieux, ce serait qu'ils arrêtent totalement de fumer. Oui, mais on voit bien que ça ne marche pas. Je veux dire, on ne cesse d'avoir de plus en plus de fumeurs, et les volumes de tabac vendus dans le monde ne cessent d'augmenter, et surtout depuis le Covid. Donc, du coup, pourquoi être opposé à une solution à laquelle on peut donner la chance? Ce qu'on condamne dans ce livre, c'est des postures de la part de grands groupes d'intérêt, voire d'associations, parce que c'était leur combat ou leurs produits, voire même le monde de l'industrie pharmaceutique, parce que l'industrie pharmaceutique gagne beaucoup d'argent grâce aux malades du tabac. Le monde éco-santé... En même temps, tu devais bien te douter que tu as attaqué, vous attaquez un marché, pas le marché des balles de ping-pong. Oui, une innovation est venue perturber l'industrie du monde de la cigarette, questionne les professionnels et le monde de la santé, parce qu'ils disent « Mais attendez, ah bon, mais alors faire du sport, c'est bon pour la santé ?» Mais non, les professionnels de la santé, c'est nous. Et comme si vous voulez interdire le sport parce que c'est eux qui s'occupent de la santé. Non, il y a une opportunité technologique qui arrive, il y a une pratique qui est assez responsable, surtout en France, qui est le pays le plus responsable en termes de vapotage. Donc pourquoi une telle opposition? Et là, on se rend compte qu'au début, les journalistes nous posent plein de questions, ils veulent comprendre, ils veulent découvrir, on parle souvent, on explique souvent, on essaye de puis d'un seul décortiquer, et d'un seul coup, terminé. Et aussi des opérations internationales qui cherchent à faire pression, parce que la cigarette électronique est une belle idée, donc elle dérange. Et à partir du moment où ça dérange, il s'est passé des choses un peu étranges. Nous, on a continué à travailler, à conseiller, à expliquer, mais on nous a un peu demandé de ne plus trop dire. Donc ça soulève quand même des questions. Enfin, je veux dire, si on est dans un pays qui cherche l'innovation, avec en plus un monde de la santé publique qui veut comprendre des innovations, mais qu'elle donne aussi la possibilité de réellement observer. Et quand on voyait certaines études totalement biaisées, je rappelle, et c'est encore le cas la semaine dernière, des études de gros titres sur le vapotage qui ont été rétractées scientifiquement. Ah oui. Parce que c'était infondé et ça a été décortiqué par d'autres scientifiques qui ont dit bon, ok, là il y a vraiment trop de bêtises, on a vraiment dit des choses qui ne sont pas cohérentes scientifiquement, on rétracte. Des études rétractées dans le vapotage, il y en a beaucoup.
des mises en œuvre qui sont mal faites. Le laboratoire AG-Sciences a fait des études qui a expliqué que dans beaucoup d'études, les principes de vaporisation n'étaient pas respectés. D'accord. Donc c'est facile, comme je le disais tout à l'heure, avec l'histoire de la voiture. Donc écrire un livre pour expliquer où sont les pièges de croire qu'il faut être pour ou contre et plutôt prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'il y a à regarder, étudier vraiment, nous semblait important. Et c'est pour ça qu'en 2023, on a travaillé à la rédaction de ce livre pour essayer d'expliquer aussi à l'appareil politique de comprendre, parce qu'il doit légiférer. Mais ce n'est pas facile pour un politique de maîtriser tous les sujets de la société. Donc, on voulait apporter des arguments et on va nous dire, oui, mais vous êtes dans cette filière, c'est normal. Oui, que vous êtes jugé parti. Voilà, vous êtes jugé bien parti. sûr. Sauf qu'on n'a pas décidé de faire business là-dedans. On est né là-dedans avec l'objectif de construire, d'argumenter. Et en découvrant ces éléments, on a voulu les partager. Mais on nous dit, non, ne partagez pas votre connaissance, vous cherchez à faire du business. Donc en France, développer une bonne idée qui nous paraît sincère, opportune, intéressante, chargée de valeur, eh bien, ça dérange forcément. Tu parlais de 2023, je t'emmène 2033. Allez, dans quelques années, c'est quoi la vape pour toi? Est-ce que ça sera plus contrôlé, surveillé? Est-ce que cette industrie sera plus régie? J'aspire à ce qu'elle soit mieux maîtrisée, Ouais. surtout mieux comprise, que ce soit par les utilisateurs, par les professionnels de santé, par l'appareil politique. Et dans 10 ans, soit la vape a été écartée, gommée, étouffée, Ouais. soit elle a été régulée, donc marché noir à outrance. Dans tous les pays européens et étrangers où il y a eu main basse sur le vapotage, Et donc là, ça veut dire le plus de marché contrôle. noir a explosé, mais partout. Et donc plus de contrôle sur la qualité. Plus de contrôle. Enfin, on l'a connu il y a plus d'une centaine d'années avec la prohibition sur l'alcool. Ça a créé des choses qui sont pas on cool. le voit même sur les cigarettes. Voilà, aujourd'hui, des cigarettes peuvent se trouver complètement bancales avec des produits aléatoires sur les réseaux sociaux. Donc, soit on lui laisse une place et on lui donne une place responsable, ce qui permettra de dire ce qui était responsable, soit on met un grand coup dessus, ça explose en 1000 morceaux et c'est ingérable. Donc, moi, je suis persuadé qu'il y a suffisamment d'intelligence à la fois auprès des politiques et des professionnels de santé pour un jour comprendre que si c'est un peu mieux maîtrisé et que c'est encadré intelligemment, quand parfois on nous dit « il faut interdire l'arôme de fraise ». Pourquoi? Si l'arôme de fraise il y a une problématique toxicologique dans la fraise à proprement parler, oui. Mais faut regarder. Voilà. Et puis si on nous dit vous n'avez pas le droit d'appeler un liquide cerise du ciel, mais en fait, qu'est-ce qui va être interdit? Le néologisme, le nom du produit ou la saveur la composition moléculaire? Si on est un professionnel responsable de santé, on va dire parlons de molécules, parce que ça s'appelle comme ça. Par contre, on comprend aussi, et c'est légitime, qu'on ne peut pas appeler un liquide Barbie, parce que ça veut dire qu'on s'oriente, c'est l'incitation pour les jeunes. Bien entendu, c'est de l'incitation marketing. Voilà, donc en fait, il faut à la fois imposer des règles marketing, et deux, s'assurer que les produits qui sont sélectionnés, qualifiés, sont en phase avec le rôle. Mais justement, toi, ma question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas le démarketer un peu, ce marché, tu vois? On nous parle parfois du paquet neutre. Mais en fait, si le poison doit avoir la même déco que l'antidote, je veux dire, T'as raison. c'est quand même un peu aberrant. Et puis, c'est important pour une personne qui est en cessation de tabagique de se dire, bon, ça c'est mon code, ça me rassure, c'est quand même, ça me va bien. Enfin, un médicament, on sait du plaisir, quoi. On sait que des médicaments peuvent être extrêmement dangereux. Ils mettent pas des têtes de mort à outrance dessus en disant ça va vous soigner. Enfin, il y a quand même un paradoxe qui est quand même un peu ridicule, quoi. Donc, ce qu'on aspire, c'est un peu plus de smart, en fait, dans tout ça, un peu d'intelligence collective. Eh bien, ça se trouve, on va y arriver. Charlie, on arrive au terme de cet entretien. Et c'était chouette. Et tu reviendras nous en parler. Mais il me reste une dernière question. Enfin, plutôt un pouvoir magique que je vais te confier. Comme à chacun de mes invités, c'est le pouvoir magique du CTRL-Z. Le CTRL-Z, c'est un raccourci clavier qui permet de revenir en arrière. Maintenant que tu connais cette suite d'histoires que tu as eues, si tu pouvais revenir à un instant précis de ta vie, perso ou pro, et modifier, changer le cours des choses, tu reviendrais à quel moment? Tu en as parlé en introduction. Moi, je voulais faire du théâtre. Je voulais faire rire ou faire pleurer. Envie d'exprimer des choses par l'émotion. Et j'étais passionné de thermodynamique, de mécanique des fluides, de sciences, de compréhension des sujets. Et il y avait un paradoxe dans mon cerveau. En fait, je devais choisir si j'allais faire du théâtre ou si j'allais faire de la science de l'industrie, etc. Ouais. Et aujourd'hui, si je devais faire un CTRL-Z, je dirais aux petits garçons qui pensaient être déçus de ne pas pouvoir faire de la comédie
mais d'aller dans quelque chose d'un peu plus technique, plus rassurant financièrement, je me dis que j'aurai Ouais, un ouais. métier, et ben de dire à ce garçon-là, il est possible de faire du théâtre dans n'importe quelle expérience professionnelle, surtout s'il s'agit de défendre une cause qui vous paraît noble. En gros, être le comédien de ses ambitions, et quand on a une base scientifique et technique, vous êtes un comédien crédible. C'est-à-dire que vous emportez avec vous des gens qui sont prêts à vous écouter et pouvez expliquer à des gens qui ont du mal à comprendre que la discussion est la reine des négociations. Bravo, j'adore ce contrôle Z. Charlie, tu viens de terminer ton Dixit. Et c'était un chouette moment passé avec toi. Oui, J'espère que nos amis vont en savoir plus, ou en tout cas qu'on aura levé le voile sur 2-3 trucs. On va rappeler, donc VDLV, on va mettre en dessous les coordonnées pour pouvoir se renseigner, ne serait-ce que le site, aller voir ce qui se passe. On va rappeler que tu as écrit un livre avec Vincent, c'est La face cachée des antivapes. On te souhaite bon vent et reviens nous voir de temps en temps pour nous donner des nouvelles de cette industrie, voir comment elle évolue. eh ben, merci à toi Olivier pour ton invitation. Avec plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux. Le reste suit toujours. Bye bye.